Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois Joy. Salut Joy. Salut. Alors, on va faire un épisode d'expertise avec toi. Je vais te laisser te présenter. Tu as un lien particulier, c'est que tu as travaillé déjà avec un autre invité du podcast, vu que tu as été salarié de Content Square. Et donc, on Mhm. salue Nicolas Frick, qui est intervenu dans les tout premiers épisodes. Mais je te laisse maintenant la parole pour nous dire qui tu es. Ok, merci. Bah écoute, moi je suis Joy, tu le sais. J'ai lancé il y a 3 ans et demi WePulp, qui est un cabinet d'avocats en droit du travail et de DRH externalisé. Cette idée, elle a été forcément issue de mon double background, puisque j'ai commencé à exercer en tant qu'avocate en droit du travail pendant plus de 7 ans en cabinets internationaux. Et puis après, j'ai basculé en tant que RH dans différents secteurs d'activité, différentes structures, et notamment Content Square, où j'ai travaillé avec Nicolas et où j'étais DRH France. Donc, l'idée de WePulp, c'était de pouvoir apporter une expertise double aux CEO, où justement, je pouvais à la fois leur apporter mon expertise en droit social, mais aussi de DRH externalisé. Souvent, quand tu as un DRH, il n'a pas forcément le background juridique. Et pareil, un avocat n'a pas forcément, ce qu'on lui reproche, c'est de pas forcément avoir la vision opérationnelle. Et donc, je me suis dit, en lançant WePulp, ça allait pouvoir vraiment couvrir beaucoup de besoins, et notamment même auprès de DRH qui avaient besoin d'avoir une vraie opinion, on va dire, transversale des sujets à la fois juridiques et très, très opérationnels RH. Classiquement, en fait, on peut le redire pour certains qui en auraient pas forcément la bonne vision, mais le périmètre réel d'un DRH, il commence où, il s'arrête où? Oh, grosse question. Périmètre, alors si sa question c'est à partir de combien de salariés il faut avoir un DRH, j'ai envie de te dire, j'ai vu de tout. Et surtout maintenant, en plus, dans la conception assez moderne des entreprises, d'avoir parfois des DRH même au bout de 6 salariés. Donc à partir de 6 salariés. Donc je trouve que c'est une vision assez moderne parce que pourquoi? Parce que un CIO ne peut pour moi être difficilement être DRH, hein, parce que tu es un peu jugé parti, parce que les salariés ont besoin d'avoir une tierce personne auprès de qui justement ils peuvent confier leur sujet et les déléguer. Et puis c'est vrai que ça peut donner aussi un double regard au CIO qui va avoir une personne qui va lui apporter justement une vision sur la stratégie RH, sur la stratégie des people, et qui n'a rien à voir avec parfois sa stratégie pure business. Donc déjà, c'est sur la question périmètre géographique. Et puis, je ne sais pas si tu avais autre chose derrière. Même un peu les rôles Les aujourd'hui, rôles. parce on confond souvent le DAF, le DRH, et puis c'est des fonctions qui sont peut-être par moments mixées en fonction des tailles d'entreprise. C'est ça, ça rejoint mon commentaire premier, c'est-à-dire que je pense qu'un CIO ou un DAF ne peuvent pas agir comme des DRH. Et d'ailleurs, tu le ressens hein, dans les entreprises où tu as des DAF qui endossent une double casquette de DRH et de CFO. Ça marche pas parce que c'est pas les mêmes. On va dire, alors tu dois en avoir hein, des cas où ça marche, mais je trouve que c'est pas les mêmes façons de penser, c'est pas le même background, et je pense qu'il faut vraiment distinguer. Et d'ailleurs, un des premiers clients que j'ai pu avoir, je vais citer ce client parce que je les adore et que ça fait 3 ans et demi que je bosse avec eux, Mobile Club. Ils m'ont contacté quand ils étaient même pas 11 salariés. Il y avait un DAF, il y avait le CIO, et ils ont très vite compris qu'il fallait avoir une personne tierce, un vrai DRH qui les porte sur les sujets people et qui est son expertise à apporter, qui est complètement contraire à la leur. Voilà. Les grands sujets people du moment auquel un entrepreneur doit penser, c'est quoi pour toi aujourd'hui? Pour moi, le gros sujet, on va dire, le plus challenging, c'est forcément la fidélisation. Parce qu'on est quand même dans une ère où il y a de plus en plus de salariés qui en ont marre du salariat, qui veulent se retourner vers le freelance. Ça marche beaucoup. Alors, je dis pas que c'est pas une bonne solution, hein. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui recourent au freelance. Maintenant, ça reste compliqué parce qu'il y a quand même aussi toute la dimension en droit du travail que ça recouvre. D'avoir des freelances, on va dire que c'est un peu incompatible sur la longue durée avec des freelances et le salariat.
Donc ça, pour moi, je pense que c'est un gros enjeu. Et puis après, il y a d'autres enjeux, on va dire, qui sont des enjeux de compliance avec notamment, enfin, là, on va dire surtout l'année dernière, il y a aussi beaucoup de sociétés qui se sont un peu cassé la figure et qui avaient besoin d'être accompagnées sur des licenciements économiques, sur ces sujets-là. Donc là, c'est plus le volet, on va dire, legal, mais qui n'est pas qu'un volet legal, puisqu'il y a aussi l'accompagnement en tant que DRH. Quand justement une entreprise va mal, quand il y a des départs à effectuer, ben, je pense qu'il faut vraiment avoir aussi un DRH qui soit présent. Et j'en vois beaucoup des entreprises qui se débrouillent un peu par elles-mêmes, qui se disent, bon, ça va, on est peu nombreux et ça va le faire, on va bidouiller et bah, qui d'un point de vue réputationnel se casse la figure, d'un point de vue compliance bah, ont toutes les répercussions parce que les salariés aujourd'hui ne veulent pas se laisser faire et ils ont bien raison aussi, ils connaissent leurs droits, ils se renseignent. Donc voilà ce que j'ai. Donc complètement deux visions différentes en fonction du sujet que l'on aborde. Est-ce qu'aujourd'hui pour, on va dire un DRH externalisé, est-ce que c'est pas alors ça va être une question un peu provoque, mais, est-ce que quand on est en temps partagé, quand on est externalisé, on réussit vraiment à, driver la culture de l'entreprise en tant que DRH? Ben moi, je pense que ça dépend de la personne. C'est toujours pareil, hein. Ça dépend de la personne. Moi, je sais que, forcément, je parle pour moi, mais je pense que mais en tout cas, je le ressens, en tout cas, personnellement, c'est que moi, dans toutes les entreprises, en tout cas, dans lesquelles j'exerce en tant que DRH externalisée, pour moi, ce sont mes entreprises. Typiquement, si je travaille une journée, on va dire par semaine ou 2 jours par semaine, ça va pas être juste la journée du lundi où je vais rester focus sur cette entreprise. Ça va être en continu. Par contre, je vais m'arranger pour que ça reste dans ce quota-là, ou si jamais il y a des gros sujets du moment, on s'arrange avec le CIO, on en discute. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de je me cantonne au nombre de jours que j'ai parce que sinon je ne fais pas partie de l'entreprise. Au contraire. Et ça, c'est. Et tu vois, si je parle en tout cas pour moi, c'est pour ça aussi que je suis restée attachée à tous mes clients. Alors, soit à un moment donné, ils ont explosé et ils sont arrivés à une taille de scale-up qui faisait qu'ils avaient besoin d'avoir un DRH permanent et c'était normal de passer la main et d'ailleurs sain aussi. Là, tu vois, je restais l'avocate aussi en droit social de la DRH. Donc ça, tu vois, j'arrive à suivre encore mes clients, mais sur un autre volet. Ou alors les entreprises qui décident de rester sur une croissance assez maîtrisée avec un certain volume de salariés. Là, pour le coup, bah oui, je me sens, en tout cas personnellement, ultra investie et j'ai l'impression d'évoluer avec eux au fil des années. Donc tout dépend de la personne qui suit en tant que DRH externalisée, pour te répondre. Est-ce qu'il y a un palier justement, à partir duquel, il vaut mieux internaliser versus externaliser? L Et à partir duquel toi, typiquement, tu sais que ça devient une charge de travail trop importante pour, une externalisation? Ouais, bah, moi je trouve que quand tu arrives alors ça dép en fait, alors ça dépend aussi des enjeux de la société. Typiquement, si c'est une société qui a 60-70 collaborateurs et qui, n'est pas dans un processus de nouvelle acquisition d'autres sociétés, qui n'a pas, en tout cas qui ne compte pas, entamer de gros projets RH et qui est même limite sur un management de transition pour remplacer une autre DRH par exemple ou une autre RRH, je pense que s'ils ont besoin d'avoir un conseil vraiment strat, de l'externaliser, ça suffit. Si en revanche, c'est une société a déjà atteint la taille des 50 salariés et qui est dans une optique de forte croissance et avec une vraie volonté de structurer sa RH, oui, là, je pense qu'il va avoir un besoin, à un moment donné, d'avoir une vraie permanence. Tout dépend des projets que tu souhaites mener. Mais en général, c'est à partir, on va dire, de 70-80 que tu commences à te poser la question d'avoir une personne à temps plein. Tu nous as parlé des challenges des DRH, avec, le freelancing. Moi, j'en vois d'autres, qui sont notamment, le travail à distance. Ouais. Est-ce que tu as, d'autres grandes tendances que tu peux nous partager dans les, préoccupations que tu vois dans des startups scale-up ou, ETI que tu peux accompagner? Ouais, c'est vrai que, là aussi, tu vois, le secteur d'activité, enfin l'écosystème dans lequel, moi j'interviens, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, il est totalement, je pense même biaisé.
parce que j'interviens dans le secteur du digital. Et c'est vrai, dans le secteur du digital, je t'ai même pas évoqué finalement le télétravail ou la journée de 4 jours, parce qu'en vrai, c'est devenu un peu classique d'avoir ça. Donc, c'est même plus aujourd'hui une tendance. Alors, on en parlait, je me rappelle, c'était en janvier 2023, je faisais une intervention à la BPI et je disais que les grandes tendances étaient celles-là, le remote everywhere, comme l'a pu le faire Payfit, où ils avaient été précurseurs, ou bien la journée 4 jours, 4 jours, de 4 jours comme Welcome to the Jungle. C'est vrai que c'est des choses qui sont effectivement des tendances sur lesquelles les sociétés souhaitent aller, en tout cas du digital. Après, dans des ESN un peu classiques, tu sens que c'est pas la même chose. Typiquement, tu me parles de ESN, une ESN va avoir d'autres enjeux. Le remote everywhere, c'est un peu compliqué quand tu détaches des consultants qui vont finalement se caler sur le rythme de leur entreprise utilisatrice. Donc, tu vois, tout dépend de l'écosystème dans lequel tu es. Mais en tout cas, si tu es dans celui du digital, c'est sûr que quand tu pratiques pas le remote everywhere, en tout cas le remote avec au moins 3 jours par semaine et la semaine de 4 jours, t'es un peu, en tout cas, t'es un peu relancé, challengé par les salariés qui te disent que les autres le font et Mmh. pas toi. Est-ce que, les jeunes générations, dans leurs entretiens et dans leurs, préoccupations, parlent d'impact? Ou, c'est quelque chose. Énormément. Énormément, et c'est tout le sujet aussi des carrières pass et des job leveling que tu vas mettre en place dans une entreprise. Alors, je m'explique pour parler français. Carrière pass, c'est justement l'axe de progression que tu vas leur donner en fonction justement du niveau qu'ils vont atteindre chaque année et où ils peuvent aller. Et ça, c'est pour les nouvelles générations, c'est vraiment clé parce que dès la première année, souvent, alors je caricature, mais c'est ce que j'entends souvent, c'est un nouvel arrivant qui, même au bout de 1 an, te dit, bon, bah, c'est quoi mon évolution dans la société? Et c'est là où tu sens quand même qu'il y a un vrai bouleversement et une attente où c'est quoi mon impact? C'est qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Quels sont les nouveaux projets sur lesquels je vais être? Et c'est normal et c'est légitime, mais une vraie volonté de progresser parfois trop rapidement, avec un impact aussi trop rapide, où bah, tous les salariés n'ont pas le même impact. Tout le monde a un impact, mais on va dire sur une échelle différente. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très générationnel quand même. Générationnel et encore une fois aussi très digital, hein. Je me rappelle encore à l'époque chez Content Square, c'était déjà des sujets qu'on traitait. Et je me rappelle, c'était maintenant il y a encore, il y a peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans, où très rapidement, on avait mis en place ce fameux job leveling à l'échelle de la société et Carrière Pass pour traiter les salariés aussi en toute équité en fonction de leur niveau. Alors, je pensais plus dans le sens du travail et dans le sens RSE. Est-ce que aussi cette notion d'impact, arrive dans les entretiens RH, ou c'est plus au niveau de la culture d'entreprise et du travail en lui-même? Non, encore une fois, hein, c'est les nouvelles générations qui aussi ont besoin d'avoir un impact RSE. Ça, c'est des choses qui sont énormément remontées. Après, ça dépend aussi du type de job, mais je pense il y a une différence à faire. Enfin, je te parle d'un point de vue de mon expérience. Il y a une différence à faire. Enfin, toutes les nouvelles générations aujourd'hui veulent avoir un impact écolo, et je trouve qu'on est beaucoup challengé en tant que DRH sur qu'est-ce que vous faites, vous, société, pour justement vous mettre aux normes. Donc, tu vois, dans beaucoup de sociétés, notamment de scale-up, en tout cas, que j'ai eu la chance d'accompagner, le sujet Bicorp a été mis sur la table. Pareil sur des petites entreprises où il y avait aussi le label numérique responsable, etc. Et c'est des choses où tu sens que, même par rapport à des analyses de taux de carbone, etc., tu sens que les nouvelles générations aiment bien justement qu'on puisse partager ce genre d'éléments, donc complètement. Et puis après, il y a aussi beaucoup de postes qui se créent. Alors, tu vas surtout les retrouver dans les scale-up à plus grande échelle, autour de responsables à RSE, de chargés de RSE sur ces sujets-là, complètement. Chez Scale2Sell, on parle quand même beaucoup aussi de croissance et d'acquisition. Quelles sont et intégration, parce qu'en fait, dans l'acquisition, c'est presque la partie la plus facile, l'intégration est plus compliquée. Est-ce qu'il y a des points particuliers qui te viennent à l'esprit, à surveiller particulièrement dans ces moments-là d'une entreprise?
Bah, complètement parce que alors moi, tu vois, quand tu me parles de croissance, d'intégration, donc je pense, je sais pas si c'était ton point, mais tout de suite à intégration, culture, acquisition d'autres sociétés. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait, au cours de ces dernières années. Bah, chez Content Square, forcément, c'est une société, je pense que Nicolas a dû en parler, qui aimait bien faire l'acquisition d'autres sociétés. Donc moi, j'ai tout de suite été plongée dans le bain, chez Content Square et puis même avant, même en tant qu'avocate dans des cabinets internationaux, c'est ce que je faisais souvent, ces aspects de fusion-acquisition. Par la suite aussi, j'ai beaucoup accompagné une société qui le faisait et c'est vrai que le sujet qui revient toujours, c'est la culture. Et ça a été vraiment dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, c'est si tu veux que ça fonctionne, et ben, c'est, faire en sorte que les sociétés dont tu fais l'acquisition soient un minimum alignées avec ta culture. Ça paraît bête comme ça parce que tu dis: «Bah non, c'est les enjeux business qui comptent le plus». Mais si tu récupères une société qui n'a pas le même fonctionnement que la tienne, bah, pourquoi pas? Mais en tout cas, cet aspect culturel sera vraiment à prendre en considération, sinon tu vas voir tous tes effectifs partir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter. Donc, je pense que l'enjeu premier, en tout cas, quand tu fais cette acquisition, ces nouvelles acquisitions et que tu as cette volonté de grandir, c'est vraiment faire attention à comment tu vas intégrer tes nouveaux salariés, comment tu vas faire en sorte de leur donner envie de les motiver tout autant que les autres. Et puis même les autres, ceux qui étaient déjà présents, comment tu les intègres dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle dynamique qui va forcément changer par rapport à l'entreprise qui existait déjà avant. Et donc, c'est ça aussi en tant qu'RH, où tu dois retravailler même parfois ta culture, même parfois des valeurs que tu avais déjà mis en place. Comment tu les retravailles avec les autres salariés qui sont arrivés avec cette nouvelle dynamique. D'accord. Est-ce qu'il y a des gros points de vigilance à mettre en place pour justement pour passer ces moments-là, peut-être d'identification de leaders d'opinion dans les entreprises cibles? Complètement, c'est-à-dire que bah, c'est sûr que tu vas tout de suite essayer de flaguer les ambassadeurs de ces nouvelles sociétés que tu targetes, en tout cas les cibles, pour justement essayer de créer une sorte de concilium, de créer justement du lien entre les collaborateurs. J'en parle parce que finalement, tu vois, alors ça résonne chez moi parce que j'interviens aussi beaucoup sur ces sujets de dialogue social avec le CSE. Mais typiquement, le CSE va être aussi très clé, très moteur dans ce type d'intégration. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le point d'entrée. Quand tu vas vouloir intégrer une entreprise, quand tu vas vouloir faire l'acquisition d'une société, eh ben, c'est le CSE que tu vas mettre dans la boucle aussi. Et donc, c'est aussi ce CSE qui va être un peu en avant-première de toutes ces nouvelles informations. Et généralement, quand même, dans ton CSE, tu retrouves toujours un peu des historiques. Tu retrouves toujours des salariés qui sont présents depuis le début dans la société et qui veulent l'aider bah, en tout cas, à préserver cette culture, enfin, en tout cas, des premiers jours. Et je pense que le CSE va avoir un vrai rôle où le partage avec eux va aider justement, va aider tous les projets que tu vas avoir en termes d'acquisition. Et inversement, parce que tu parlais de point de vigilance, de ne pas l'intégrer, de couper, de rompre, on va dire, le dialogue, peut avoir un vrai impact. Et je le dis pareil par expérience, parce que souvent, surtout dans le milieu du digital, tu as tendance un peu à l'occulter en disant c'est bon, ça va passer. Mais en fait, pas du tout. Ça peut aussi te mettre des bâtons dans les roues. C'est là où tu vas avoir tous tes sujets de compliance qui vont arriver, ou carrément ça peut être considéré comme un délit d'entrave. Et puis quand tu vas aussi, enfin si tu ne fais pas appel à ce CSE, et puis après aussi, je parle de ça parce que pareil, j'ai ce regard sur le juridique, mais c'est vrai que quand tu fais quand même l'acquisition d'une société, le volet politique, process, tout ce qui pouvait exister dans l'autre société, c'est quand même très important d'analyser ça parce que forcément, toi, ton rôle clé en tant que DRH, c'est l'harmonisation. Tu vas absolument devoir harmoniser ce qui existait dans l'autre société et ce qui existe dans ta société pour créer, pareil, une équité. Donc, et ça, bah, c'est quand même très important de se rendre compte de ce qui existait avant, parce que ça peut être un vrai cataclysme. Tu vois, ça paraît bête comme ça, mais ne serait-ce que sur la durée du travail. Si typiquement dans une société, tout le monde est au forfait jour et que toi, tu n'as que des forfaits heures, bah, quand tu vas vouloir harmoniser tout le monde, ça peut être extrêmement coûteux.
Et c'est des choses comme ça que beaucoup de sociétés, et je le vois, hein, ont tendance à oublier. Ah ben c'est bon, c'est pas grave, nous, notre culture, c'est la liberté, donc on va faire du forfait jour pour tout le monde. Sauf que ça peut vraiment avoir un certain coût. Et puis en plus, il faut aussi voir si tu peux rentrer dans les critères. Et autre question, qui me vient, mais du coup, quand tu es pas à l'acquisition, mais quand tu es plutôt à la vente, Ouais. quels seraient toi les conseils que tu donnerais, en tant que DRH aux dirigeants sur comment je prépare mes équipes pour, Et ben là, s'intégrer? tu vois, je suis en train de le vivre actuellement dans une société où la communication a très mal été gérée. Et c'est vrai que je pense que ce qui est très important, c'est vraiment un alignement total entre, la société cible et la société qui fait l'acquisition. Et quand je parle d'alignement sur le discours. Qu'est-ce qu'on dit aux salariés? Moi, j'ai eu le cas dans une société où il y en avait une qui disait à tous ses salariés: «Et on est en train de faire l'acquisition d'une société avec tous ses salariés», et puis l'autre qui disait: «Bah, en fait, on fusionne, on n'est plus qu'un». Donc je te raconte pas, le jour J où tout le monde s'est retrouvé dans les mêmes locaux, bah il y en a certains qui se sont sentis un peu lésés, un peu trompés. Donc tu vois, rien que ça, le discours, qu'est-ce qu'on dit aux salariés, il doit être totalement aligné. Pareil pour tous les projets, les enjeux, tout ce que tu... Enfin, voilà, la communication, pour moi, c'est clé. C'est qu'est-ce que tu vas expliquer et comment tu vas embarquer aussi les managers. Ça, c'est le deuxième point. C'est pareil, je suis l'entreprise qui va vendre. Je pense que c'est très important de mettre en avant les managers clés de ma société pour qu'ils puissent aussi être alignés sur les futurs projets parce que c'est eux qui vont les porter. Donc ça, pour moi, c'est les 2 points qui sont essentiels. Et puis pareil, on parlait de CSE, bah, le CSE qui est enfin, s'il y en a un qui est dans la société, va aussi avoir un rôle à jouer parce que ce CSE, typiquement, nous, c'est ce qu'on avait proposé dans pas mal de sociétés, c'était que l'ancien CSE puisse, même si normalement il disparaît avec l'acquisition, être présent dans les débuts avec le nouveau CSE. Et ça, tu vois, c'est des choses comme ça, c'est un peu du nice to have, mais qui peuvent vraiment fluidifier des opérations de ce type. Maintenant, quand on parle de croissance, comment le DRH va-t-il impacter la structuration de la croissance et des objectifs de croissance de l'entreprise? Alors, je vais commencer, je pense tout de suite aux KPIs. Donc tu vois, enfin, il y a plein de choses en fait derrière ta question, mais il y a justement les objectifs, un peu le master plan, que tu vas vouloir, atteindre et puis quels sont les KPIs en fonction de ce master plan que tu déroules, au regard de chacune des équipes. Voilà la façon dont je vois les choses. Donc après, sur cette base-là, une fois que tu as réfléchi à tes objectifs, on va dire globaux, et que tu as défini tes KPIs, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir après comment tu les articules en termes de routine. Est-ce que tu fais des quarterly reviews? Est-ce que tu fais des biannuels? Est-ce que tu fais que de l'annuel? Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça peut paraître on va dire, classique comme question, mais en vrai, ça va vraiment dépendre aussi de ta culture, de ta dynamique de société. Est-ce que tu es une société où tous les 3 mois, ça évolue au point que vraiment tu fasses un point tous les 3 mois sur les objets de toutes tes équipes? Ou bien est-ce que ça peut attendre de partir sur 2 fois par an? Et ça, c'est aussi clé parce que je l'ai beaucoup vu, ça, des entreprises, toujours hein, dans cet écosystème du digital. Parce que souvent, dans les plus grosses entreprises, dans les groupes, tu es vraiment sur de l'annuel. C'est rare de trouver des routines, on va dire, de quarter. Mais souvent, les entreprises du digital, elles veulent un peu toutes se copier. Ah, bah, il y a telle qui fait ça, c'est trop bien, je vais faire pareil, je vais faire de l'équatorly parce que nous aussi, on est une boîte où il y a trop de dynamique, work hard, play hard, donc on va faire pareil. Sauf qu'en vrai, ça marche pas du tout au regard de la vraie culture en fait établie au niveau de tous les collaborateurs. Bah, ça se passe pas vraiment comme ça et ça parle pas. Donc, il faut aussi voilà, trouver une routine par rapport à ces suivis d'objectifs, de master plan, qui va aussi coller à ta dynamique réelle. Est-ce que, alors j'avais une question qui m'était venue, mais d'un coup, j'ai un trou et ça m'arrive à chaque épisode. Tu as parlé si, ça y est, elle me revient. Tout à l'heure, en introduction, tu as dit qu'un des grands défis, c'était la fidélisation.
Et je pense qu'effectivement, ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants qui voient leurs équipes avec un turnover qui est toujours quelque chose qui peut être un signe de bonne forme comme de mauvaise forme. Mais quelles seraient, toi, tes grandes astuces pour travailler la fidélisation? Bah, je pense des rituels. T'es obligé de ça, enfin, t'es obligé d'avoir ça parce que c'est vrai que typiquement, je trouve que ce qui donne envie à n'importe quel collaborateur de venir travailler dans une société, c'est ses collègues, c'est les events de la société. Donc, c'est tout ce qu'on va. Déjà, c'est sur vraiment la partie cohésion d'équipe. Moi, je trouve que ça, c'est hyper important et c'est tout aussi le paradoxe avec le remote everywhere, c'est-à-dire que tu as des entreprises aussi qui l'ont essayé, ça, de faire du télétravail à 100% et qui se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et tu vois, c'est pour ça que si je te parlais de culture d'entreprise, parce que dans certaines sociétés, ça va vraiment marcher, et puis dans d'autres, bah, pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que moi, quand même, je trouve que la cohésion aujourd'hui, où, où tu te retrouves avec tes collègues, alors que ça soit en remote ou même sur place, c'est ultra important. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je travaillerai. La deuxième, bah, c'est forcément aussi aujourd'hui tout ce qui est perks, bénéfices, tu vois. Ça, c'est important et c'est pour ça que, mine de rien, surtout dans, ouais, et j'allais dire dans l'écosystème digital, parce que l'écosystème digital, c'est encore différent parce que tu as plein de choses. Tu as plein de choses qui existent, donc tu as envie c'est un peu la course à, attends, ça, il y a ça qui existe sur le marché, j'ai envie de l'essayer, c'est moi qui suis précurseur. Dans les autres entreprises, on va dire plus classiques, c'est tout aussi important, même si c'est beaucoup plus classique, mais c'est tout aussi important. Et je pense que ça, si tu veux quand même faire la différence, tu as intérêt à réfléchir sur tes bénéfices, tout ce que tu vas proposer à tes salariés. Et puis après, bah, le troisième point, je pense que bah, c'est les valeurs. Et les valeurs, pareil, ça fait un peu bateau ce que je suis en train de dire, mais parce que tout le monde va dire la même chose, de la bienveillance. Bon, on les connaît, hein, ces valeurs. Mais, mais moi, je te parle vraiment de la vraie culture d'entreprise. Tu vois, la vraie culture d'entreprise où quand tu rentres en ton entreprise, tu te sens trop bien. Tu sais que tu vas pouvoir, je sais pas, moi, parler en toute liberté avec ton CEO. Alors, ça peut être ça, mais ça peut pas être que ça. Hein. Tu as des entreprises où ça va être très flexible, où tu vas pouvoir avoir cette, on va dire, cette absence de frontières avec le management. Puis pour d'autres, ça va être complètement autre chose. Ça va être des projets que tu vas pouvoir mettre en place et où tu vas être très libre dans tes projets. Moi, j'ai vu une entreprise qui, tu vois, proposait de donner des jours de congé à ses salariés pour faire du bénévolat. Donc, tu vois, c'était dans une culture aussi d'entreprise. Donc, et les salariés se retrouvaient dans cette démarche. Tu vois, ça va être d'autres entreprises où, au contraire, tu vois, euh, c'était une culture indienne où justement on voulait promouvoir les femmes dans l'entreprise et il y avait vraiment tout un programme autour justement du leadership et des femmes. Et ça, c'est plein d'exemples. C'est pas parce qu'il faut tout cumuler, parce que ça marche pas de tout cumuler. Il faut vraiment regarder aussi ce que toi, tu es dans ton entreprise pour proposer quelque chose qui va faire que les salariés vont se reconnaître chez toi. C'est pour ça que je te parle de valeurs et de culture, parce que c'est plus profond que de simples valeurs qu'on écrit sur un bout de papier, quoi. Donc tout ça, il faut le penser. Et une fois que tu l'as pensé, après, ça doit être décliné dans tous tes process pour pouvoir aller aussi loin et pour pouvoir vraiment le dégager, l'insuffler. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de RH et que même si tu as des CEO qui ont un peu ce côté très humain, bah, ça va plus loin que ça. Est-ce que tu peux te donner un peu, toi, ton exemple de c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Souvent, on dit les valeurs d'entreprise, c'est comment les gens se comportent quand le CEO n'est pas dans la pièce. Mais est-ce que toi, tu aurais une autre définition? Bah, en fait, c'est vrai que c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que moi je vais les valeurs les valeurs d'une entreprise, c'est c'est peut-être ce que tu vois, je pense à des sujets, tu vois, je pense tout de suite à ça, à des choses qui peuvent choquer dans une entreprise. Tu vois, il y a des choses qui vont, pour moi, c'est un peu ça les valeurs. C'est qu'est-ce qui pourrait vraiment te choquer dans une entreprise ou qu'est-ce qui peut se passer ou qu'est-ce qui est cool pour les salariés. Et ça, je le vois. Moi, je le vois dans toutes les sociétés que je suis. C'est qu'il y a vraiment des choses qui passeraient pas du tout dans une société et qui passeraient totalement pour une autre.
des choses qui seraient trop bien vues dans une société et bof pour une autre. C'est ça pour moi aussi les valeurs, c'est le ressenti un peu global, un peu général, où tu sais qu'à un moment donné, tout le monde va se retrouver. Et c'est pour ça que quand tu fais du recrutement, eh ben c'est indéfinissable parce que tu sais pas trop comment le dire, mais c'est un peu le fit. Tu sais que ça va fitter. Et c'est difficile de dire, bah, toi, tu fites pas pour telle et telle raison. Non, tu le ressens que ça va être les mêmes. Alors attention, on n'est pas tous pareils. Tu peux pas dire que tout le monde et va rigoler aux mêmes plaisanteries parce que sinon, ça serait un peu boring d'avoir des clones. Mais tu sens voilà, ce qui passe, ce qui pourrait être adoré, voilà, moi, c'est ça que je ressens par expérience. Et c'est quoi les grandes compétences pour devenir DRH externalisé? Pas que Bah, DRH, mais une DRH. énorme à externaliser, j'ai bien compris la question. Pour moi, c'est une énorme adaptabilité. Parce que, tu vois, je pense que adaptabilité parce que tu vas rentrer dans des univers totalement différents. Encore une fois, les gens ne sont pas des clones, les entreprises ne sont pas des clones. Et que tu as beau essayer d'avoir des gens qui veulent avoir la même chose. Moi, tu vois, quand je suis sortie de Content Square, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, nous aussi, on va être le nouveau Content Square. Tu vas nous aider à faire ça. Mais en fait, les cultures, elles sont toutes différentes. Les boîtes, elles sont toutes, alors parfois à l'opposé, parfois il va y avoir des ressemblances, mais c'est toujours des moules différents. Et je pense qu'il faut avoir une grande adaptabilité pour pouvoir innover à chaque fois, proposer quelque chose de différent. Et puis, t'adapter à des personnalités. Franchement, moi, alors après, je pense qu'il faut quand même aimer les gens avec lesquels tu travailles, hein, clairement. Mais j'ai parfois, je retrouve certaines qualités chez certains CEO que je ne retrouve, enfin, que je vais trouver certaines qualités dans un CEO que je vais pas retrouver dans l'autre. Et il faut composer avec tout ça. Et c'est ça qui fait que tu vas être fort et que tu vas pas te laisser dépasser par les événements. Et en même temps, je trouve que c'est aussi, je vais un peu plus loin que la question qui est posée, mais je trouve que c'est une vraie force parce que toi, tu arrives avec toute ta valise de Mary Poppins où tu as tout vu, tu as vu beaucoup de choses. Enfin, moi, en tout cas, par exemple, tu vois, quand je donne des conseils, c'est avec tellement d'expérience derrière. Et du coup, c'est cool. C'est cool d'avoir une personne aux multiples feedbacks et avec plusieurs vides à côté et qui va te. C'est hyper enrichissant. Et je pense que toi, tu t'enrichis des autres et en même temps, tu reçois. Donc, j'ai un peu dépassé le cadre de la question, mais ça m'a fait penser à ça. Donc, une grande, grande, grande adaptabilité. Sur le métier de DRH et du DRH en particulier, comment tu vois l'impact de l'intelligence artificielle? Bah, en fait, j'en ai pas trop. Enfin, j'allais dire trop peur parce que justement, j'ai beaucoup assisté à des webinars autour de ça, où on disait est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle dans les RH. Moi, je le vois plutôt comme un outil parce que c'est vrai que dans la RH, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Il y a l'aspect data aussi et je trouve que quand tu es un bon DRH, ça, je l'ai vraiment appris chez Content Square pour le coup, pour être un bon DRH, il faut vraiment bien manipuler la data parce que c'est ça qui va te permettre de faire des projections et des analyses bien circonstanciées. Donc moi, je le vois, l'intelligence artificielle, vraiment comme de la data qui est exploitable et qui va pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus loin. Après, sur le métier en tant que tel, qui est un métier quand même humain, de raisonnement, de stratégie, euh, j'avais perdu. Sur On a le eu une métier, coupure, ouais. sur le métier en tant que tel, qui est un métier humain, de stratégie, franchement, ce n'est qu'un plus. Moi, je le vois comme un plus. On va arriver à la fin de cet entretien, on s'en rapproche, avant de passer dans le quiz improbable que je pose maintenant à tous mes invités. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées et des compléments sur ton métier que tu aurais aimé que je te pose? Euh, Ouais, peut-être que la question à laquelle je pense, c'est est-ce que ça t'éclate plus d'être un DRH externalisé plutôt qu'un DRH tout court? Alors, est-ce que la réponse, c'est quoi? Ah ben, je suis mitigée parce que c'est vrai que, comme je te disais, comme je l'ai évoqué à un moment, je pense que moi, j'adore créer la complicité avec les personnes avec lesquelles je bosse. Donc, c'est sûr que quand tu es externalisé, à un moment,
ça a vocation. Alors, si la boîte que tu accompagnes, elle évolue pas à rester telle qu'elle, donc ça va. Mais si elle évolue beaucoup, c'est sûr que tu as vocation à disparaître. Donc ça, c'est dur. Donc c'est là où parfois j'ai envie de me dire, allez, je vais rebasculer sur un DRH permanent. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question là cette semaine, est-ce que tu veux bien notre DRH, s'il te plaît, reste. Et ça m'a fondu le cœur de dire, bah non, non, je peux pas. Parce qu'il y avait tellement tout à faire, tout à créer dans cette entreprise et que c'était tellement excitant que ça m'a donné envie de rester parce que les gens sont super. Mais en même temps, j'adore être DRH externalisé parce que, comme je te disais, je vois de tout et que j'ai l'impression de m'enrichir tellement avec toutes ces expériences que je me sens strong même et légitime dans ce que je fais et je me demande parfois si ça m'ennuierait pas de ne rester que sur une seule société. Mais encore une fois, je pense que c'est une question de personnalité. Je suis un peu hyperactive sur les bords. J'aime bien les gens hyperactifs. Je me parle pour moi déjà. On va passer au quiz improbable. Avant de passer dans le quiz improbable, si des personnes veulent te contacter ou contacter WePulp, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? Eh ben, tu peux me contacter sur LinkedIn, tu peux me contacter sur mon numéro de téléphone, sur mon site internet. Tu Alors, peux, voilà, tu peux même redonner ton numéro de téléphone ici. bah, 06 24 11 41 20 et mon mail joy.solvant@weeple.com. Voilà. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Alors, on va parler. Donc, ne faut pas s'étonner, certaines questions peuvent un peu déstabiliser. Tu es plutôt thé ou café? Café. Combien par jour? Bah, avant c'était 2, je crois que je suis passée à 5 par jour. C'est pas bien. Ouais. Si WePulp pouvait parler, quel serait son mot préféré? Dynamisme. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-DRH avec toi, qui choisirais-tu? Une Wonder Woman. Bon, pourquoi? Une autre Wonder Woman. Une autre Wonder Woman. Ouais. Si Pour se WePulp, challenger. ouais, alors je vais changer la question. Si le poste de DRH était une glace, pour toi, ce serait quel parfum? Chocolat, parce qu'il faut pas avoir peur des DRH, faut les aimer. Le chocolat, bah, je crois que tout le monde aime le chocolat. J'espère que tout le monde aime le chocolat. Quelle pourrait être la chanson qui soit l'hymne des DRH pour toi? Bah, tu vois, tu me dis l'hymne, forcément, moi, c'est mémotechnique, je dis l'hymne à l'amour, mais c'est un peu cucu. Ah non, c'est Mais ouais, oui, oui, on va dire l'hymne à l'amour, parce que je pense encore une fois que je vais juste dire ça et je vais un peu broder, mais parce que je le pense vraiment. Je pense que pendant des années, les DRH a été tellement mal vu et que même encore maintenant, parfois, ça a mauvaise connotation. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce rôle. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de DRH qui ont switché, qui en ont eu marre, qui ont quitté la profession. Mais parce que les gens ont toujours fait des amalgames entre licenciement des RH et un DRH, ce n'est pas que ça. Et je pense qu'il faut comprendre que la fonction, elle est ultra importante, que ça soit en permanent comme en externalisé. Et ouais, il faut les aimer. Il faut les aimer et faut leur donner les moyens de faire de grandes choses. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas professionnel? Bah ouais, des escargots, j'aime pas ça. J'aime Ah. pas ça. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé être DRH? Et ben en vrai, c'est ma période. Parce que c'est maintenant où c'est cool. C'est maintenant qu'elles sont valorisées, les DRH. Donc je resterai maintenant, à cette époque. T'es plutôt sushi ou t'es plutôt sandwich le midi? Sushi. Bon. T'es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Je sais pas, j'aurais tendance à dire Elon Musk pour le voyage sur la Lune. Quelle est la chose la plus bizarre que tu as dans ton bureau? Bah, c'est un petit panneau qui dit qu'il faut être bizarre pour travailler ici. Ah, c'est pas mal. Il faut être fou pour travailler ici, c'est ça que ce panneau dit. Et dernière question, t'es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Lundi matin, on attaque. On attaque. Écoute, Joy, merci beaucoup pour ton temps. Et puis surtout, bah, j'espère que
des personnes te contacteront suite à cet épisode. Et merci pour l'expertise que tu nous as apportée. À très Merci bientôt. beaucoup. Salut.